si tu n'adores pas une tâche que tu fais, trouve un moyen de la confier à quelqu'un d'autre. Parce que tu trouveras de toute façon soit un très bon partenaire, donc externe à ton entreprise, soit quelqu'un dans ta structure qui va adorer faire ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 4e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana, dans lequel je rencontre des personnes qui performent dans leur domaine. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Schwab System à Gampelen dans le canton de Berne et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Leila Schwab, sa business developer et directrice adjointe. Elle est aussi associée et présidente des gérants de la société Aliem, associée et gérante de la société Locram. Elle est également chargée d'enseignement du cours Gestion des opérations à l'Université de Neuchâtel et sa thèse s'intitule « La croissance durable des entreprises. Comment la prise de décision peut-elle guider ce voyage ?» en français. Exact. Et tu l'as fait en anglais. Exact. Alors salut Leila. Salut Brian. Merci beaucoup de m'accueillir. Avec plaisir, ça fait plaisir de t'avoir dans nos locaux. Merci, c'est gentil. C'est vrai que c'est un peu compliqué en cette période de Covid. Effectivement, on a la chance d'avoir des locaux spacieux, donc on en profite. Et beau. Je crois que je t'avais pas dit la dernière fois, mais j'aime vraiment beaucoup votre bâtiment. Merci beaucoup. Du coup, je voulais te dire avant qu'on continue que je me réjouis vraiment de cette conversation parce que tu as ce profil donc académique en tant que professeur et ce profil praticienne ou professionnelle du coup avec les différentes entreprises dans lesquelles tu évolues. Et je me réjouis qu'on discute de ces deux, on va dire, domaines, étant donné que je trouve qu'il y a parfois on va dire un décalage entre ces deux secteurs-là. Et moi, comme tu sais, j'ai fait la haute école de gestion. Donc oui, il y a des professeurs qui sont toujours ou qui ont été dans le domaine professionnel. Mais je trouve qu'il y a quand même parfois un décalage. Pas dans toutes les matières. Mais voilà, du coup... je me réjouis qu'on discute de ça. Super, moi aussi. Et c'est vrai que moi, j'ai pu le constater d'abord en tant qu'étudiante et puis ensuite en devenant professionnelle et ensuite enseignante moi-même, qu'effectivement, c'est deux mondes qui sont très différents dans leur philosophie, le monde académique et le monde, on va dire, plutôt pratique. Et en fait, quand on peut construire des ponts entre les deux, ça devient vraiment juste génial. Donc moi, je me réjouis de pouvoir aussi échanger là-dessus avec toi. C'est vrai que... moi, j'ai eu la chance de faire mes études en emploi. Alors, je suis encore dans une toute petite entreprise. Et du coup, je pouvais essayer de mettre en parallèle directement et de mettre en pratique ce qu'on voyait. Mais après, c'est comme tu dis, enfin, il y a certaines choses, je sais pas, tu peux pas les mettre en pratique. Ou alors tu peux les mettre dans des organisations très, très grandes. Je pense au RH, par exemple, où parfois c'est un peu... Enfin, ça devient même très psychologique. Puis ça, c'est le genre de choses en tout cas, dans une entreprise comme la nôtre, tu peux pas le mettre en pratique. Enfin, tu peux essayer de mettre des procédures, mais après, ça n'a pas trop de sens. Ouais, moi, je pense en fait, là où il y a parfois un décalage qui peut se créer, pour moi, il y a deux notions. La première, c'est justement le type d'infrastructure dans lequel on va venir intégrer, par exemple, les RH, un processus ressources humaines. Effectivement qu'avec une taille d'entreprise trop petite, on ne va pas pouvoir mettre en place les mêmes choses, ou du moins pas de la même manière. Parce que là, on aura plutôt besoin d'une personne généraliste qui va avoir des notions en ressources humaines, qui pourra les appliquer dans plusieurs cas, dans plusieurs domaines, être un peu multicasquette. Et plus on grandit en termes d'infrastructure, plus on va avoir besoin de spécialistes qui sont capables de mettre en place vraiment des processus très détaillés pour beaucoup de tâches différentes en RH. Donc ça, je pense, c'est le premier décalage, c'est que parfois, on n'est pas à la bonne échelle entre ce qu'on étudie et ensuite ce qu'on vit dans la pratique. Et pour moi, le second décalage, c'est que très souvent, on n'a encore juste jamais expérimenté cette matière quand on l'étudie. Je prends l'exemple de la gestion des opérations que j'enseigne. Au début du cours, systématiquement, je pose la question on va parler de gestion des opérations, qui sait de quoi il s'agit? Et en principe, jamais personne ne sait de quoi il s'agit. Et à la fin du semestre, bien sûr qu'ils savent, parce qu'on en a parlé pendant tout un semestre. Mais
c'est extrêmement difficile de se projeter quand on n'a pas d'expérience pratique pour savoir comment on va pouvoir mettre en pratique ce qu'on étudie. Et ça, c'est quelque chose, justement, je pense qu'un enseignant qui a de la pratique à côté ou derrière lui, eh ben, il peut faire passer ça plus facilement. Parce qu'au-delà de la théorie, on va donner des anecdotes, on va donner des tas d'exemples de ce qu'on a fait. Moi, j'adore donner des exemples de ce que j'ai fait qui a marché. Ouais. J'adore encore plus donner des exemples de ce que j'ai fait qui n'a pas marché, parce que je sais que les étudiants, ils retiennent. Ouais. Et là, on commence de faire des liens et on n'étudie pas dans le vide, on étudie en se disant « Ah ouais, ok, ça va me servir à ça ». Et si on a déjà bossé, et je pense que toi, tu l'as vécu, comme tu as fait tes études en emploi, quand t'étudies en créant automatiquement, consciemment ou inconsciemment, mais tu crées des connexions entre ce que tu as déjà vu dans la pratique et ce que tu apprends. Et ça, c'est vrai que tant qu'on n'a aucune pratique, c'est extrêmement difficile de le faire. Et je pense que l'enseignant, là, il peut aider pour créer ces liens, en fait. Mais tu le dis, toi, quand, par exemple, tu donnes ces cas pratiques, que c'est un cas réel. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Je pense que c'est hyper important. Je leur donne mais vraiment des exemples précis. Alors, j'ai la chance, effectivement, de travailler justement dans les différentes entreprises que tu as citées. Donc là, quelque part, si j'estime que je raconte une anecdote très précise qui s'est passée, et si j'estime que je peux le faire, personne ne va me dire que c'était confidentiel si moi j'estime que je osais la dire. Ouais. Et après, voilà, j'ai aussi des exemples avec d'autres entreprises partenaires où là, je vais pas forcément les citer, ou je vais être un peu... Okay. Ou alors, j'aurais demandé au préalable l'autorisation de donner ces exemples-là pour illustrer, en fait, pour donner des exemples dans plein de domaines, et c'est plus parlant. Ok. Et la gestion des opérations, du coup, j'ai regardé un peu le cours. En fait, c'est de la supply chain. Alors, en partie. Ouais, la gestion des opérations, moi, je dis toujours aux étudiants que c'est en fait la matière qui explique comment fonctionne une entreprise, comment est organisée une entreprise. Donc, ça peut autant être sa supply chain, donc sa chaîne d'approvisionnement. Ça, c'est, je dirais, même déjà une échelle un peu plus large. Et après, on va regarder au sein de l'entreprise comment est-ce qu'on gère des projets, comment on gère des stocks, comment on fait des prévisions de vente, comment on fait de la planification de ressources, etc., etc. Donc, en fait, c'est un domaine super vaste, la gestion des opérations. Et puis, moi, je fais un petit échantillonnage, comme ça, je choisis quelques sujets qu'on aborde pendant le cours, et puis qu'on essaye de voir quand même relativement en profondeur. Et je dis toujours aux étudiants, quand vous finissez ce cours, vous devriez mieux comprendre comment est gérée une entreprise, que ce soit une entreprise de services ou de produits. Ok. J'avais un prof, c'était en finance, qui nous disait souvent, c'était même en compta, c'était au premier semestre, en théorie, on devrait faire comme ça, mais en pratique, je vous dis, ça n'existe pas, on ne le fait pas comme ça. Et ça, je trouvais tellement parlant. Enfin, du coup, quand justement tu as un professeur ou une professeure qui te dit ce qui est fait en théorie, mais ce qui est fait en pratique, c'est de l'or, je trouve. Enfin, direct, justement, tu peux mieux comprendre. Oui, c'est sûr. Et alors bon, moi je pense que de la théorie pure qui n'est absolument pas praticable, moi je vais carrément l'enlever de mon cours. Okay. Je l'ai fait déjà. Il y a des concepts que je n'enseigne pas parce que j'estime que c'est bien joli quand on réfléchit, mais pas quand on travaille ou qu'on fait un quotidien. Par contre, il y a des choses qui sont plus nuancées. Il y a des choses qui fonctionnent tip-top en théorie, et puis dans la pratique, il faut un petit peu les nuancer. Et ça, là-dessus, j'insiste beaucoup. Parce qu'en théorie, tu fais ton calcul et tu détermines ta prévision de ressources et tu te dis « Ok, super, alors le mois prochain, il faut que je me sépare de 5 personnes. » Ok, tu as fait ton calcul, tu arrives à la conclusion que tu devais te séparer de 5 personnes parce que le chiffre te dit ça. Ok, en théorie, c'est assez facile. Mais dans la pratique, quand derrière, tu dois mettre en place des choses parce que réellement, tes prévisions te montrent que tu vas devoir te séparer de 5 personnes, alors là, ça devient sacrément plus complexe. Et c'est un exemple tout simple, mais il y en a des centaines comme ça. Et je pense que c'est là où, en fait, ça devient vraiment cool d'enseigner et ça devient cool d'étudier parce que quand on commence de voir les choses comme ça change l'optique, quoi. C'est plus juste de la théorie, oui, on a besoin de la théorie pour savoir ce qu'on fait, mais après, il faut un peu de cœur pour le mettre en pratique. Il n'y a pas que le cerveau, quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà. Du coup, c'est hyper complexe d'être prof. C'est hyper génial d'être prof, en fait. Moi, j'ai toujours... en fait, c'est drôle parce que c'est une des principales raisons pour laquelle j'ai commencé de faire un doctorat. Moi, j'avais pas du tout prévu de faire un doctorat. Enfin, il y a plein de choses dans ma vie que je fais aujourd'hui que d'ailleurs, j'avais absolument pas prévu de faire un jour, mais
Mais le doctorat en fait partie, et une des raisons pour lesquelles je me suis dit, ouais, tiens, quand on m'a proposé d'en faire un, je me suis dit, ouais, tiens, ce serait chouette de faire un doctorat, parce que justement, je me disais, ça me donnera la possibilité d'enseigner. Puis en fait, là où j'ai eu vraiment beaucoup de chance, c'est que j'ai pu même commencer d'enseigner au tout début de mon doctorat, et j'ai pas eu besoin d'attendre de l'avoir terminé, parce qu'il y a un poste qui se libérait à Neuchâtel et on me l'a proposé. Donc en fait, ça fait depuis 2013 que j'enseigne maintenant. Ah ouais, donc ça fait pas mal d'années. Et vraiment, chaque année, c'est le même cours, mais le contenu évolue, et puis c'est chaque fois une autre expérience parce que c'est des autres étudiants. Et tu changes du coup les cas selon... Je change les exemples, clairement. Ouais. Les cas, les exercices qui sont faits, les cas pratiques, on va dire aussi. Puis après, il y a certains classiques qui sont utiles de mentionner chaque année, mais sinon, oui, j'ai beaucoup trop d'exemples par rapport au nombre de cas que je peux donner en cours. Donc, je les change régulièrement. Alors avant qu'on continue, je vais quand même présenter Schwab System. Volontiers. Donc l'entreprise Schwab System, ou John Schwab SA, compte aujourd'hui une 70aine de collaboratrices et collaborateurs. Elle a été fondée en 1946 par ton arrière-grand-père. Oui. Elle est active dans la construction de bois, principalement, et vous êtes capable d'effectuer des constructions de A à Z. Vous avez vous avez des architectes, des ingénieurs, des techniciens, et toutes les compétences nécessaires pour faire ce genre de projet. Et depuis 2018, au dernier étage, vous avez créé l'Escape Roof, qui consiste en 3 escape games réunis sous un seul toit. Et du coup, tu as tous ces projets. Et je voulais te demander comment est-ce que tes recherches pour ton doctorat t'ont aidé à développer Schwab System. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Schwab System, quand moi j'ai commencé d'y travailler, c'était il y a 10 ans maintenant, on était une petite vingtaine. Voilà. Et en fait, l'entreprise a vraiment grandi très vite entre 2010 et 2015. Ça a été vraiment notre période de croissance la plus importante. Donc là, on est passé, si je compte avec les employés temporaires, on est passé à plus d'une centaine de collaborateurs en même pas 2 ans. Et en fait, c'est une des raisons qui a fait que je choisisse d'étudier la gestion de la croissance dans mon doctorat. Mais j'étais un peu, comme dit l'expression, comme la grêle après les vendanges, parce que l'entreprise avait déjà commencé de grandir de manière très intense. Et moi, j'ai commencé de faire mes études à ce moment-là, de doctorat. Donc, c'était intéressant parce que j'ai pu prendre des exemples de Schwab System, d'autres entreprises aussi, mais évidemment qu'avec Schwab System, j'avais accès à des informations hyper détaillées, hyper vastes. Donc, je me suis beaucoup nourrie de ça pour faire mes recherches scientifiques. Et au fur et à mesure que je faisais mes découvertes au niveau du doctorat et que je comprenais certains mécanismes dans la gestion de la croissance, en même temps, ça me permettait de me dire, OK, alors il faut réagir comme ça, et je faisais des ajustements au niveau de la gestion de Schwab System. Donc, c'était toujours un tout petit peu en retard, je dirais, parce que l'idéal aurait été de savoir tout ça avant de commencer de grandir pour mieux anticiper. Ouais. Donc, à chaque fois, par exemple, quand j'ai trouvé comment mesurer le risque de faillite qui est présent quand on est dans une période de croissance, et que ce risque de faillite est de l'ordre de 80%, évidemment Donc, quand je me suis rendu compte de ça, je suis allée voir mon père qui gère l'entreprise et qui était vraiment le directeur encore à ce moment-là. Et puis, je suis allée le voir et je lui ai dit, bon, écoute, j'ai fait un calcul ce week-end pendant mon doctorat. Je me suis rendu compte qu'on avait eu 80% de risque de faire faillite pendant notre phase de croissance intense. Et voilà, et lui il m'a juste dit, écoute, il s'est assis, puis il m'a dit, écoute, je crois qu'en fait, j'étais contente de pas le savoir avant qu'on se mette à grandir, parce que je suis pas sûre qu'on aurait grandi comme ça. Donc voilà, des anecdotes comme ça du doctorat, j'en ai plein. Et puis heureusement pour Schwab System, on a pu ajuster les choses un petit peu en retard, mais tout de même. Puis en fait, c'est une des raisons qui m'a motivée derrière à fonder la société Aliem. Parce que justement, maintenant avec Aliem, le but principal, c'est plutôt une entreprise de conseil. Et puis mon but, c'est de pouvoir vraiment soutenir les entreprises qui se développent. Elles n'ont pas besoin d'avoir une croissance folle, mais qui ont envie de se développer, qui ont envie de se repositionner ou de transformer certaines choses. Et je les aide à justement à anticiper ces risques qui peuvent apparaître quand on est dans des phases de changement, pour pas qu'elles courent après
après la croissance comme on l'a fait nous, et qu'elles puissent vraiment le vivre de la manière la plus sereine possible. Ok. Et donc, selon les recherches que tu as fait ou selon tes études, en fait, ce risque qui est énorme, c'est le manque de prise de décision. Alors ça, c'est un des paramètres très importants, okay. Absolument. Parce que je vois que tu as très bien retenu notre, notre conversation au sujet de la dernière fois. Mais oui, en fait, c'est... ce qui se passe en phase de croissance, c'est qu'il y a justement une démultiplication du nombre de décisions à prendre. Ça peut être des décisions opérationnelles, mais il y a aussi des décisions tactiques, il y a aussi beaucoup de décisions stratégiques. Et en fait, le risque, c'est qu'on commence au bout d'un moment d'avoir le tournis. À force de prendre autant de décisions, c'est comme quand on fait 10 pirouettes. Au bout d'un moment, plus on en fait, plus on a le tournis. Et donc, naturellement, spontanément, tout le monde a le même réflexe, c'est humain et c'est normal. On se dit non mais c'est pas possible, là je décide juste beaucoup trop et il faut que j'arrête de prendre autant de décisions parce qu'en fait c'est pas possible de décider autant de choses avec autant d'impact important pour mon entreprise en l'espace de quelques jours, de quelques semaines. Puis en fait c'est pas du tout une bonne idée. Parce que quand on arrête de décider, c'est là qu'on on laisse les déséquilibres se créer au sein de l'entreprise et on n'agit pas. Et ne pas agir, ne plus rien décider, c'est le plus grand risque qu'on peut faire courir à son entreprise en phase de croissance. Donc moi, j'aide les gens à continuer à décider, à garder le rythme en fait pour continuer de décider. Et c'est sous forme d'outils de pilotage ? Alors oui, il y a plusieurs outils. En fait, ce que je vais faire quand je vais rencontrer une entreprise pour un accompagnement, on va toujours poser un diagnostic à la base pour comprendre où est-ce qu'elle en est, où est-ce qu'elle veut aller, évidemment. Puis après, la question, c'est de savoir, parmi tout ça, moi, j'ai plein de questions pointues sur qui sont liées aux différents paramètres qui ont une grosse influence sur la gestion de la croissance, justement. Et ça va me permettre de comprendre comment se situe l'entreprise. Et si je vois, par exemple, que effectivement la prise de décision c'est un des éléments qu'il faudrait pouvoir soutenir, alors je vais mettre en place soit moi-même des outils de pilotage ou du soutien, soit je vais aussi faire appel à d'autres partenaires qui ont des entreprises de coaching, qui ont des entreprises dont différents types finalement, pour pouvoir vraiment accompagner le mieux possible l'entreprise en croissance. Ok. Et donc juste pour revenir à Schwab System, toi quand tu as commencé, un de tes objectifs ou une de tes premières activités, c'était de changer cette image, tu me permettras l'expression, de petit menuisier du coin qu'avait John Schwab et ça, du coup. Oui. Et quels ont été les premiers pas concrets que tu as menés ? Oui. Et est-ce que ton doctorat ou les études que tu avais déjà faites, donc ton master, ton bachelor, t'ont aidé à pallier à ça? Alors oui, je pense que... alors évidemment que les études que j'avais déjà faites m'ont aidé. Surtout, en fait, moi en bachelor, j'avais fait l'école hôtelière de Lausanne. Et l'école hôtelière de Lausanne, contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle ouvre énormément de portes, pas seulement dans le domaine de l'hôtellerie. Elle t'apprend la gestion de manière générale. Et elle te fait voir les choses en grand tout le temps, en fait. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu de cette école. Et donc, évidemment, que ça a un peu forgé mon envie ou cette perspective que je voyais pour le développement de Schwab System. Il y avait bien sûr aussi où on était Schwab System au niveau de son développement sur certains marchés, au niveau suisse, etc. à ce moment-là, qui faisait qu'il y avait des perspectives d'évolution. Donc tout ça a influencé. Et après, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par obtenir le financement pour le bâtiment dans lequel on se trouve maintenant. C'était un des premiers projets que j'ai fait. J'ai développé un business plan assez conséquent parce qu'on demandait un gros montant. Et en fait, un gros montant dans l'absolu, mais surtout par rapport à où on en était avec l'entreprise. Parce que là, on était vraiment arrivé à un palier de croissance. On ne pouvait pas grandir plus parce que l'infrastructure ne nous le permettait plus depuis quelques années. Et du coup, il a fallu convaincre en fait, les partenaires financiers pour leur dire « Ok, mais on sait où on va aller, donc on a besoin de temps parce qu'on ne faisait pas un petit escalier, on faisait vraiment un gros palier au niveau de notre croissance, notre développement. » Donc ça, c'est une des premières choses que j'ai faites. Et concrètement, l'autre chose que j'ai faite aussi, c'est changer le nom. En fait, on a déposé du coup la marque Schwab System. Et puis,
On a changé certains outils de communication. Par exemple, on a marqué les véhicules avec un marquage beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus marqué, beaucoup plus visible. En fait, c'est une somme de petites actions. Et puis surtout, je crois, un état d'esprit qui était de dire, OK, maintenant, on accepte qu'on va évoluer et on évolue vers quelque chose de plus grand. Et puis... je sais pas, c'est un peu quand tu demandes à l'univers ou que tu lui dis, voilà, on a prévu ça, l'univers, il s'organise en fait. Et puis du coup, ça a amené les plus gros projets qu'on n'avait jamais fait en 70 ou 65 ans d'existence jusque-là. Ça a amené tout à coup un flot de nouvelles personnes qui ont intégré l'entreprise. Ça a amené énormément de choses qu'en fait, on n'avait pas planifié. Donc, après, ça a été une sorte d'enchaînement d'étapes. Et puis... voilà, on a fait au mieux pour réorganiser tout ça et construire la nouvelle forme d'entreprise qu'on a maintenant, en fait. Mais est-ce que tu ne penses pas que, du coup, c'est grâce à cette nouvelle image du bâtiment, des véhicules, que, justement, vous avez projeté ça partout? Du coup, les gens, en voyant cette image, et par exemple, moi, chaque fois que je vais à Berne, je vois ce bâtiment que je trouve hyper beau. Vos véhicules, je les vois souvent. Et donc, tu vois, j'ai une image de Schwab System. Alors merci déjà pour, pour ce constat. Mais oui, alors évidemment que ça a contribué aussi. Mais en fait, pourquoi je dis ça comme ça? Parce que moi, je sais, étant donné que je l'ai étudié de manière précise au niveau des chiffres et de l'évolution, que la phase de croissance, elle a vraiment démarré même avant que tout ça soit en place, avant que le bâtiment soit construit, avant que... Enfin, ça s'est fait un peu en parallèle. Donc, c'est pour ça que, bien sûr, il y a des choses qui s'expliquent de manière très concrète, parce que, bien sûr que le bâtiment, en une semaine, ici, à Gampelen, on avait eu 10 fois plus de passages qu'en 70 ans d'existence après. Ça, c'est clair. C'est sûr que ça aide. Les véhicules, toute la visibilité, ça aide. Mais vraiment, en fait, je pense que tout à l'origine de ça, c'est plutôt cet état d'esprit de se dire, OK, là, on a pris la décision, même un peu inconsciemment, de se dire, OK, maintenant, on évolue, on grandit. Et tout le reste, après, ça en découle, en fait. OK. Et du coup, aujourd'hui, le marketing, pour vous, quelle importance Alors, le marketing, en fait... Depuis qu'on a ouvert les escape games, on n'en fait plus. C'est-à-dire que les escape games, c'est devenu notre action marketing. Et je m'explique. En fait, on avait donc cet étage, on avait le dernier étage du bâtiment qu'on avait construit en 2014 et qu'on n'avait pas encore aménagé parce qu'on n'en avait pas besoin. Donc, on avait envisagé plusieurs options pour l'aménagement de cet étage. Puis finalement est arrivée l'idée un jour de se dire, tiens, mais en fait, on pourrait faire des escape games parce que c'est super fun, les escape games, et voilà. Et du coup, j'ai laissé mes équipes organiser ça. Donc moi, j'ai suivi le projet, mais on a plusieurs personnes de chez Schwab System qui ont des postes complètement différents, qui se sont impliqués là-dedans. On a eu un scénariste, on a vraiment fait finalement toute la chaîne. On a le bureau technique, on a les ateliers, les apprentis, tout le monde s'est impliqué dans la création de ces salles. Puis moi, j'ai dit, OK, je vous laisse carte blanche. La seule, on va dire, demande que j'ai, c'est que les escape games qu'on conçoit représentent des facettes de l'univers de Schwab System. Donc, on a développé la première salle, c'est l'atelier d'Alfred. Alfred, c'est mon arrière-grand-père. Et donc, c'est une salle qui présente le domaine du bois et l'histoire de l'entreprise Schwab System. On a une salle qui est une salle de cinéma, donc c'est vraiment une salle de cinéma. Quand on n'y a pas un escape game, on regarde des films à l'intérieur. Je confirme. Voilà. Et comme on construit, on rénove des salles de cinéma, on s'est dit, tiens, ça présente une autre facette de notre univers, et ainsi de suite. Et puis du coup, en fait, ces salles ont tellement bien fonctionné qu'en 2 ans, on a eu environ 8000 personnes qui sont venues faire des jeux chez nous. Et du coup, c'est 8000 personnes qui ont découvert l'univers de Schwab System, qui sont venues dans notre bâtiment, qui la plupart ont demandé pour visiter les locaux après leur jeu et qui maintenant savent ce que fait Schwab System. Donc, en fait, c'est beaucoup plus efficace que toute la communication qu'on avait pu mettre en place avant ça. Et toi, tu fais des conférences, tu donnes des conférences hors uni?
Alors oui, moi je donne des conférences dans le cadre justement de cette thématique, la gestion de la croissance. Ok. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai du plaisir à faire. Alors évidemment qu'en période Covid, Non, ouais, peut-être un petit peu moins, c'est pas l'activité qui me prend le plus de temps. Ouais. Mais oui, sinon je le fais régulièrement ça. Et d'ailleurs c'est même quelque chose, maintenant j'ai intégré un réseau dans lequel je vais aussi pouvoir donner des conférences hors de Suisse aussi. Ouais, ok. Et voilà, ça va être une facette de plus que je me réjouis de pouvoir explorer. Ah bah, c'est cool. Voilà. D'ailleurs, je voulais dire, j'ai écouté, j'ai regardé et écouté ma thèse en 180 secondes, ouais. Et je me disais que tu devrais faire des TED Talks. Ou un TED Talk. T'as déjà pensé à... En fait, c'est marrant parce que t'es pas la première personne qui me dit ça. T'es pas la première personne qui me dit ça. Et carrément, une fois, je m'étais retrouvée dans une sorte de séminaire, en fait, qui avait été organisé, dans lequel j'étais invitée comme représentante d'une nouvelle génération d'une entreprise familiale. Et puis, il y avait un atelier qui était organisé. Et puis, c'était justement avec des formateurs TED Talk, en fait, qui étaient venus donner quelques trucs généraux. Et puis, eux aussi, en fait, ils m'avaient dit « Ah, mais faudrait que tu participes. » Donc oui, j'ai clairement ça quelque part dans ma tête. Donc oui, un jour, je serai très fière de pouvoir, très, très honorée de pouvoir en faire un. Ouais, c'est vrai qu'en écoutant ta présentation de la thèse en 3 minutes, oui. Je me suis vraiment dit ça aurait pu être un TED Talk, quoi. Merci, c'est un beau compliment parce que moi j'apprécie beaucoup les TED Talks. Je trouve qu'il y a un niveau excellent autant sur la forme que sur le fond. Et donc voilà, comme j'ai dit, je serais très honorée de pouvoir un jour en faire un. Ok, je me réjouis d'écouter ça le jour où tu seras là, quoi. Mais je suis déjà très honorée de pouvoir faire un podcast avec toi, faut dire aussi. Merci beaucoup. Je voulais te demander, au niveau de la structure organisationnelle de Schwab System, comment est-ce qu'elle a évolué au fil du temps ? Ouais, alors ça, c'est une excellente question. Beaucoup. Elle a beaucoup évolué, je dirais, pour 2 principales raisons, histoire d'être un peu concise quand même. Mais la première, c'est qu'on a ajouté beaucoup de métiers dans l'entreprise. Évidemment que moi, quand je l'ai rejointe, il y avait les menuisiers, les charpentiers, il y avait un assez petit bureau technique avec des techniciens, menuisiers, charpentiers aussi, qui ont aussi des fonctions de calculateur et de chef de projet. Mais tout le monde était un peu généraliste, c'est-à-dire que tout le monde avait plusieurs casquettes. Et plus on a grandi, plus les rôles se sont spécialisés. Donc on a commencé d'avoir clairement des gens qui faisaient que de la calculation, que du suivi de projet, etc. On a rajouté beaucoup de métiers. On a rajouté des architectes, des ingénieurs. Ensuite, on a rajouté beaucoup de métiers aussi au niveau des activités support, donc tout ce qui est marketing, tout ce qui est démarchage commercial, ressources humaines, finances, etc., etc. Donc ça, c'est un des principaux changements, c'est qu'on a de plus en plus de métiers différents au sein de l'entreprise. Ce que nous, on appelle, plutôt que d'appeler ça des métiers, on appelle ça des rôles, en fait. Parce qu'un métier, c'est très lié à un diplôme ou à une formation. Puis dans l'entreprise, on voit les choses un peu différemment, c'est-à-dire qu'on se dit, OK, quand on crée, par exemple, un escape game, il n'y a pas de métier pour devenir escape game. Créateur d'escape game, enfin pas encore du moins. Par contre, il y a tout un tas de rôles. On a besoin d'un scénariste, on a besoin de quelqu'un qui va justement déterminer quelles sont les facettes de l'univers qu'on veut présenter. On a besoin ce qu'on appelle les énigmeurs, c'est ceux qui vont créer les énigmes. Okay. On a besoin de plein de rôles dans plein de domaines. Et en fait, ce qu'on fait nous, c'est que, et ça c'est l'autre gros changement qu'on a mis en place au fur et à mesure des années, c'est que maintenant, quand on recrute quelqu'un, en fait, cette personne, elle va être capable ou à même d'avoir plusieurs rôles. Et selon les projets, cette personne peut décider de changer de rôle. Ce qui fait que, par exemple, moi j'ai eu pendant plusieurs années, là on avait notre responsable financier qui était un de nos scénaristes pour les escape games. Okay. Donc il faisait de la finance et de temps en temps il nous faisait un scénario pour un escape game. Et en fait, plus on a grandi et plus on a commencé de vraiment volontairement fonctionner comme ça. Donc on n'a plus un organigramme avec des cases et des noms de gens dans l'entreprise. On a des organigrammes avec des rôles
Donc, c'est des rôles neutres, sans être nominatifs avec une personne. Et puis, au sein des projets, un individu peut endosser plusieurs rôles différents. Ok. Donc, c'est un peu un système holacratique, comme ça s'appelle. Ouais. Et ça, c'est l'autre gros changement, je dirais, au niveau de l'organisation de Shop System qu'on a mis en place ces dernières années. Et vraiment, moi, je trouve que ça a résolu... ça a résolu plein de problèmes qu'on avait avant et ça a amené un dynamisme qui est génial. Parce qu'avec ça, les gens, ils font ce qu'ils aiment, en fait. Ouais. Beaucoup plus que ce pourquoi ils sont formés, qui est un peu réducteur quand même, parce que c'est pas comme ça qu'on a du plaisir au job. Non, c'est sûr. Et moi, j'aime bien que les gens aient du plaisir au job. C'est Moi, j'ai important. du plaisir toute la journée, donc j'estime qu'il faut que les équipes puissent avoir du plaisir aussi. Ouais. Et donc, vous avez plusieurs cercles ? Ouais. Vous bossez avec un logiciel précis ou bien... Enfin, je dis un logiciel, mais j'essaie d'y penser quand tu parlais, mais je me souviens plus du nom. Oui, pour représenter des systèmes holacratiques, des choses comme ça. Je sais qu'il existe plusieurs logiciels. Alors nous, on en a un pour représenter certaines choses. Il n'est pas forcément conçu de base pour ça. C'est plutôt un logiciel qui permet de faire des représentations un peu, on va dire, graphiques de certains concepts. Mais... Par contre, oui, maintenant, on travaille vraiment avec cette représentation visuelle sous forme de... On appelle ça des bulles, en fait. Des bulles, Chaque projet, c'est comme une bulle qui évolue. Donc, elle peut grandir, rapetisser, elle peut évoluer dans le temps. Et puis, on a le cercle de Shop System. Et puis, à côté de ça, on a le cercle d'Aliem, on a le cercle de Locram. Maintenant, on commence à avoir un cercle qu'on a appelé Escape Infinity, qui est en fait... le même principe que ce qu'on a fait pour Shop System, c'est-à-dire on a créé 3 escape rooms qui représentent notre univers. Et maintenant, on commence à faire ça pour d'autres entreprises, pour d'autres marques. Donc, on développe des escape games qui présentent les univers de toutes sortes d'entreprises dans différents secteurs. On s'occupe de leur exploitation et on les conçoit. Donc, en fait, dans tous ces cercles, à chaque fois... on a des personnes qui travaillent pour Shop System, pour Aliem, pour Escape Infinity... et peut-être même encore un peu pour l'Ocram, parce que elles ont des choses à apporter dans tous ces cercles-là. Et puis, je dis toujours, c'est un chouette terrain de jeu, en fait, parce qu'il y a beaucoup à faire et c'est très flexible. Ouais, mais c'est intéressant parce que je pense aujourd'hui, il y a soit les généralistes, soit les spécialistes. Et par exemple, moi, je suis un généraliste à 100%. Et des fois, je me dis que j'aurais peut-être dû me spécialiser en quelque chose. Et après, quand je réfléchis, je me dis, mais en fait, je suis très bien comme ça. Parce que justement, si tu es spécialisé, après, tu es un peu coupé par rapport à certaines autres choses. Et là, ce que j'entends, c'est que du coup, un spécialiste disons, il a suivi une formation pour X métier très technique, par exemple, dans le bois. Mais peut-être qu'il a des compétences, disons, on va dire des soft skills. Des appétences. Des comment ? Des appétences. Appétences, ok, voilà. J'avais jamais entendu. C'est un terme que moi j'ai découvert récemment, mais c'est justement à l'inverse d'une compétence. Une appétence, c'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose que naturellement, en fait, on aime faire. Ouais, ok. Et je pense que c'est ça que tu veux dire. Voilà. Exactement, les appétences. Exact. Je vais le noter dans mon voc. Donc, une appétence créative. Oui. Qu'il ne pourrait pas mettre en application sans ce genre de modèle. Exact. Et je pense que c'est hyper important que les personnes puissent évoluer dans ce sens-là. Ouais, alors moi je pense aussi que non seulement c'est important, toute génération confondue, parce qu'on a finalement on peut faire appel, si on parle d'appétence justement, on en a plusieurs et parfois quand on applique, quand on fait un job, on peut pas toutes les appliquer dans cette fonction-là. Et donc, avec ce système où on peut endosser plusieurs rôles différents, effectivement, ça permet de faire appel à plus d'appétence qu'on pourrait avoir. Donc, je pense que pour tout le monde, c'est important. Et puis, c'est plus qu'important, je pense que ça devient un besoin aussi pour les générations qui arrivent. Complètement. Parce que je sais pas, parce que le monde est comme ça. Maintenant, on a envie de pouvoir faire plein de choses. Ouais. Et ça n'empêche pas que certaines personnes adorent faire une tâche précise et peuvent faire ça 8 heures par jour en kiffant ce qu'elles font du matin au soir. Et
et tant mieux. Et ces personnes-là, il ne faut pas absolument, à l'inverse, vouloir les obliger à faire 25 trucs différents si ça ne leur plaît pas. Ouais, Il faut vraiment respecter parce que les deux types de profils existent, mais ça permet cette flexibilité. Et je pense que c'est ça qui est important finalement, que chacun puisse y trouver son compte. Ouais. Et c'est une des raisons pour laquelle j'aimerais que notre entreprise évolue, pour pouvoir justement donner la possibilité aux personnes de soit se trouver ou bien de faire plus de ce qu'elles aiment, parce qu'étant donné qu'on est une petite structure, on est obligé, c'est comme tu disais, on est obligé de tous être généralistes, de tous toucher un peu à tout. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui aimeraient faire plus d'une chose, moins d'autres choses. Et je remarque que concrètement, il faudrait qu'on soit plus grand pour pouvoir donner la possibilité aux personnes de faire ça. Oui. Alors, c'est vrai que atteindre une certaine taille, à un moment donné, ça permet justement de peut-être répartir les tâches de manière optimale. Mais moi, je pense que même avant ça, peu importe la taille finalement, c'est hyper important d'être très transparent là-dessus. Moi, je pense que plus les personnes peuvent vraiment affirmer, dire ok, moi cette tâche j'adore et cette tâche-là, ok, je la fais parce qu'elle fait partie du job, mais j'ai moins de plaisir à la faire. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'années où il y a des tâches que je faisais et je me disais, mais c'est normal que ce soit moi qui les fasse. Même si, en fait, moi, voilà, je ne les trouvais pas incroyablement fun. Vraiment à titre très personnel. Hein. Ouais. J'en suis là. Voilà. Et puis, en fait, j'aurais bien aimé à ce moment-là que quelqu'un me dise, mais tu sais quoi, peut-être juste parle-en. Parce que si ça se trouve, il y a des gens autour de toi qui rêveraient de s'occuper de ces tâches-là. Et en fait, j'ai commencé de faire ça. Et je te jure que les tâches que moi, j'aimais le moins faire, en fait, j'ai automatiquement tout le temps trouvé des gens autour de moi, soit à l'interne, même quand on était beaucoup plus petits, qui étaient ravis de s'occuper de ça, ou alors éventuellement à l'externe. Et puis c'est devenu tout à coup des partenaires. Et ça, l'avantage d'avoir un partenaire, c'est que toi, ça te libère du temps et tu peux développer d'autres choses propres à ton entreprise. Donc en fait, moi, vraiment, avec le recul et depuis maintenant que je le mets en pratique depuis X années, je me rends compte que si tu n'adores pas une tâche que tu fais, trouve un moyen de la confier à quelqu'un d'autre. Parce que tu trouveras de toute façon soit un très bon partenaire, donc externe à ton entreprise, soit quelqu'un dans ta structure qui va adorer faire ça. Et à la fin, c'est du win-win-win parce que toi, tu es plus heureux, la personne à qui tu as confié la tâche aussi, ou le partenaire externe aussi. Ça permet à l'entreprise de plus se développer. Voilà. Indépendamment de la taille. Ok. Et du coup, on a beaucoup parlé de développement, de votre développement. Ta thèse parle de développement, de croissance. Et tu l'as dit avant, il y a quelques minutes, que le développement part tout d'abord d'une envie. Et après, certaines choses font que. Je me demandais quelles sont ces choses qui font que. Concrètement, est-ce que tu aurais un exemple de... Donc imagine, moi j'ai cette envie-là. Oui. Je fais certaines choses en conséquence. La prospection, des appels, des invitations ou des emails sur LinkedIn. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de rencontrer des personnes, mais voilà. Qu'est-ce qui, par exemple, toi, dans le cadre d'Aliem, parce qu'en fait, juste pour revenir sur Aliem, vous aidez les entreprises à se développer ou vous les accompagnez à se développer ? Les deux. Les deux. Ok. Alors, dans le cadre d'une aide de développement, oui. Quelle serait la base pour Aliem ? Quel serait un des premiers pas ? Oui, c'est une bonne question. Je dirais, en fait, c'est un peu paradoxal, hein, mais le développement, c'est presque une conséquence. Je ne pense pas que c'est le but en soi. Et en fait, ça paraît un peu bête quand je le dis comme ça, mais ça change tout. Parce que quand l'objectif, c'est se développer, je pense qu'en fait, on passe à côté le risque, c'est de passer à côté du sujet. Le développement, ça doit être une volonté ou une envie ou vraiment un truc où on sent
qu'il y a une justesse là derrière, de se dire ok, le développement, je sens que, comme c'est le cas pour toi, quand on en parle, je sens que toi, tu as cette envie, mais en fait, tu n'as pas envie de grandir pour grandir. Tu as envie de grandir pour tout ce que ça va pouvoir apporter de bénéfique aux gens avec qui tu bosses, au monde, de manière plus générale. Et en fait, c'est ça qu'il faut capter, si tu veux. Moi, quand j'accompagne une entreprise, c'est ça que j'ai besoin de capter. C'est d'où vient l'élan ? Qu'est-ce que l'entreprise a envie de pouvoir amener au monde si elle se développe plus ? Et c'est ça qui donne, en fait, quelque part, c'est ça qui va donner la destination. Puis après, le chemin pour arriver là, il va presque se dérouler tout seul, parce qu'on va se dire, ok, alors voilà, maintenant on a compris l'élan, on a compris quel est pourquoi il y a du sens à vouloir se développer. Et puis derrière, après, on va sélectionner des axes. Alors c'est là où j'ai justement toutes ces questions assez spécifiques pour bien comprendre où se situe l'entreprise. Et puis après, je vais aider l'entreprise à sélectionner quels sont en fait j'appelle ça des axes justement de développement, quels sont les axes de développement principaux qui lui parlent maintenant. Et puis donc on va attaquer avec ça. Alors on va mettre en place un certain nombre de choses de manière très pragmatique. Moi, je vais donner toujours des outils. Je ne vais pas le faire à la place de l'entreprise parce que je vais évidemment le faire beaucoup moins bien qu'eux. Moi, je vais plutôt leur donner justement une espèce de carnet de route en fait et des outils pour pouvoir avancer ou pour pouvoir piloter ce qu'ils mettent en place. Puis après, l'entreprise avance et puis on fait des pointages et puis on réajuste en fait les axes en se disant ok, voilà, maintenant on a développé ça, on va pouvoir continuer par là et ainsi de suite. Donc, pour revenir à ta question de base, il n'y a pas vraiment une formule magique toute faite qui est en fait tu veux grandir, il faut faire ça, puis après il faut faire ça, puis après il faut faire ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut un élan authentique comme tu as toi. Puis après il faut à un moment donné mettre l'effort sur les bons axes et là moi je peux aider. Et après il faut des bonnes antennes. Et les antennes, c'est en fait ce qui va te permettre de tout à coup sentir ah mais tu sais quoi, là en fait je sais pas vraiment pourquoi, mais je sens que là ce rendez-vous faut que je le fasse, ou là il y a un truc à faire, ou là il y a un truc à développer, et là peut-être et ça les antennes tu les as, je peux pas te dire comment tu les as, mais je sais que tu les as. Voilà, et ça il faut juste te faire confiance. Pour se dire que les informations, les bonnes informations justes, quand tes antennes elles les captent, tu vas savoir que là il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à agir, et il faut pas avoir peur de peut-être changer un peu ce que tu avais prévu. Ouais. Combien de fois moi je m'étais dit on va faire comme ça, et puis résultat, soit le timing n'était pas le bon, soit la méthode n'était pas la bonne, soit puis je me suis pas dit mince ça n'a pas marché, ou je me suis pas dit c'est mort, je me suis juste dit ok, alors c'est peut-être pas maintenant. Donc j'ai mis en stand-by certaines choses, j'ai développé d'autres choses. Puis tout à coup, 1, 2, 3 ans plus tard, boum, il y a des trucs qui reviennent à la surface. Et là, ça paraît évident. Ce qu'il faut faire, comment le faire, c'est le bon moment, c'est les bonnes personnes, c'est la bonne configuration. Et tout à coup, ça marche. Et les antennes, elles te permettent ça. Elles te permettent de sentir qu'est-ce qui est juste à quel moment. Et ça, faut se faire confiance. Puis plus tu vois que ça marche, et plus... Tu sais peux te faire confiance. Voilà, plus tu sais que c'est comme ça que ça marche. Ouais, ok. Par contre, ce que tu dis, c'est pas d'abandonner, mais c'est vraiment de sentir ce qui est en train de se passer et changer de chemin, ou alors accepter que c'est pas de cette manière-là que Y projet va se passer. Peut-être c'est trop tôt. Donc voilà, en fait, c'est un changement de direction, mais ou de s'arrêter à un moment. Parce qu'on se rend compte que peut-être que c'est pas dans ce sens-là qu'il faudrait aller. Ouais. Par contre, c'est pas lâcher prise et abandonner quelque chose sans avoir mis de l'effort. Alors, lâcher prise, c'est juste. Abandonner, non. Okay. La différence pour moi, c'est qu'abandonner, ce serait vraiment... Pour moi, l'abandon, c'est plutôt une forme d'échec. C'est de se dire, ok, j'ai testé ça, ça n'a pas marché, tant pis, je le mets à la poubelle et puis on passe à autre chose. Le lâcher prise, c'est plutôt... ok, tu avais une intention, tu as mis un certain effort dedans, et à un moment donné, tu sens que c'est pas très fluide. Pour moi, ça doit être fluide. Quand c'est pas fluide, c'est que soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas les bonnes personnes, soit il y a quelque chose qui joue pas. Okay.
Et donc moi, ce que je cherche, en fait, c'est ça, c'est cette fluidité. Si elle n'est pas là, je vais pas complètement abandonner quelque chose, je vais juste me dire, ok, ben, pour l'instant, je lâche prise justement sur cette idée, ce projet, cette tâche, peu importe, et je la mets de côté, et j'accepte de me dire à un moment donné, ben, soit en fait, il n'y avait pas besoin de la faire et elle va d'elle-même se dissoudre, soit il y a quelque chose à en faire et ça va venir à un autre moment et on va sentir quand ce sera fluide de le faire. Donc pour moi, c'est pas forcément abandonner les choses au sens c'est un échec, je laisse tomber. C'est plutôt accepter que quand c'est pas fluide, il faut un tout petit peu changer le cap. Ou il faut changer le rythme, ou il faut changer quelque chose. Parce qu'en fait, la vie, c'est méga fluide. Il faut juste voilà, sentir en fait à quel moment elle te... ou plutôt, de quelle manière elle te montre où est la fluidité. Ok. Et par rapport à ton expérience sur ces différents changements de cap et sur tes années d'expérience, est-ce qu'il y a, t'as parlé d'erreurs ou je crois d'erreurs au début. Est-ce qu'il y en a certains qui t'ont aidé à être où t'es aujourd'hui, ou pas forcément des erreurs, mais justement des changements de cap qui ont vraiment marqué un point précis dans ta voie, que ça soit professionnel ou académique? Parce que je pense que, enfin non, je pense pas, je suis sûr que faire un doctorat, c'est beaucoup d'engagement personnel, c'est des sacrifices, et je pense que ça forge une certaine discipline ou un mental. C'est sûr. Et je pense que t'as dû parfois être en situation pénible et devoir un peu chercher des ressources en toi, que ce soit pour te motiver. Est-ce qu'il y a des points précis comme ça qui ont marqué un peu ton chemin? Oui, c'est clair. Il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Je dirais que, alors si je prends par exemple la période encore académique de ma vie, c'est sûr que là j'ai dû... en fait, j'ai été un peu contrainte d'évoluer. Parce que par exemple, quand je faisais mon bachelor, je faisais entre guillemets que ça. C'est-à-dire que là, je pouvais vraiment me dire, bon, quel temps que j'ai quand je veux le consacrer à bosser ou à étudier en l'occurrence, je peux tout mettre sur mes études à l'école hôtelière. Après, dès le moment où j'avais fini les HL, j'ai commencé de travailler et j'avais mon master à côté, puis après j'avais mon doctorat et puis Schwab System et tout son développement à côté. Donc, en fait, plus j'ai évolué et plus il a fallu que je change ma manière d'envisager les études parce que je pouvais plus me dire, ok, je mets tout le focus là-dessus. C'était plus possible parce que j'avais trop d'autres choses à côté, plus importantes. Donc, j'ai rééquilibré les choses et puis en fait, c'était nouveau beaucoup dans le lâcher prise, parce qu'en lâchant prise sur mettre le focus sur les études, en fait, je suis devenue, j'ai envie de dire, encore plus performante en étudiant. Okay. Et puis après, oui, comme tu le disais, pendant le doctorat, j'ai bossé énormément d'heures, en plus du job ici, le job system qui se développait beaucoup. Puis là, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, mais c'est quand même hyper important que j'aie du temps pour moi, pour me ressourcer, pour faire d'autres choses. Donc, je me suis organisée pour avoir beaucoup de temps pour faire de la danse, pour faire du sport, pour faire, écouter de la musique, enfin tout un tas de trucs que j'aime faire. Puis, en fait, je me suis de nouveau rendu compte que ça avait rééquilibré encore plus et ça me rendait de nouveau plus performante dans tout ce que je faisais. Donc, en fait, des changements comme ça, chez moi, ça a plutôt été, je dirais, des prises de conscience de mon fonctionnement personnel. Où je pourrais vraiment dire que je sais qu'il y a eu des moments où j'ai fait des changements de cap parce que la version de moi-même qui bosse, qui se lève à 4h du matin pour bosser sur sa thèse jusqu'à 8h pour ensuite aller skier toute la journée et puis ainsi de suite. C'est une version que je connais, que j'ai vécue pendant X années, qui était cool. Puis après, je me suis dit, mais maintenant c'est bon, cette version, je la connais, je pourrais peut-être passer à une version qui s'en sort sans avoir besoin de faire ce genre de trucs. Donc moi, j'ai fait je pense que les plus grands changements de cap que j'ai fait, je dirais à un niveau, si je mixe tout, académique et professionnel, c'est plutôt des changements de cet ordre-là. C'est comment, en fait, constamment retrouver un équilibre au fur et à mesure de mon évolution personnelle au sein des activités que je fais. Okay. Et après, évidemment, que des changements de cap au niveau de projet ou de développement professionnel, on va dire, là, j'en ai
plein, parce que par rapport à ce que je te disais avant, il y a du bon. Enfin, moi, je suis devenue super sensible à ça. C'est-à-dire que j'en suis presque au point où quand il y a la possibilité de développer un projet, je peux tout de suite, en 3 secondes, je peux te dire est-ce que c'est fluide ou pas fluide. Okay. Et si c'est pas fluide, je mets de côté dans ma tête et soit je me dis non mais ça, ok, j'oublie direct. Soit je me dis ouais, un jour il faudra faire quelque chose et je sais que le jour où l'info elle va tomber et ça va se mettre en place tout seul. Mais donc ça, je l'ai tellement développé qu'en fait les changements de cap ils sont presque instantanés. Donc voilà, j'aurais trop d'exemples à te donner, mais oui, il y en a des tonnes, vraiment. Mais ces projets que tu laisses dans la tête comme ça, mijoter, tu les écris ou tu les laisses vraiment dans ta tête? Je fais des listes. Ah, tu fais des listes. Ça dépend. Tu les mets à plat. Souvent. Ouais. Alors j'ai ça dépend. J'ai souvent ces projets-là qui sont dans ma tête de manière... Alors, du moment où c'est précis, qu'il y a des tâches et des trucs, que je sais comment le décortiquer, je fais une liste. Voilà, ça c'est sûr. Tu es une personne à liste. Je suis une personnaliste. Mais tant que j'en suis pas au stade de la liste, là j'ai un cahier dans lequel j'écris toutes mes idées et je suis très heureuse que ce soit pas des listes. C'est justement pas des listes, c'est un joyeux petit bordel de notes en fait. Et ça, je sais, voilà, c'est un petit cahier, je l'ai tout le temps avec moi, tout le temps. De temps en temps, je le relis. Puis de temps en temps, j'en arrive à un stade où il faut vraiment que j'ai juste trop d'idées dans ma tête. Okay. Et là, il faut que je prenne 2 heures. Alors quand je pouvais encore, j'allais me poser dans un bar ou dans un café, boire un truc toute seule. Et je mettais de l'ordre dans tout ça et je commence de structurer, parce que moi, la structuration, c'est une de mes appétences. Donc, la conceptualisation, ce qui fait que je génère autant d'idées tout le temps, et la structuration, parce qu'après, j'organise tout ça. Okay. Et quand j'ai développé trop d'idées, au bout d'un moment, il faut que je me pose et puis que je mette de l'ordre. Puis après, ça fait baisser le niveau de... je sais pas, ça remet de la place pour les futures idées qui émergent. Donc, il y a un peu 2 stades. Il y a la génération quand c'est dans un coin de ma tête et ça tourne quelque part dans un des moteurs de mon cerveau. Ouais. Et c'est écrit dans un joyeux bordel sur mon petit carnet. Après, il faut que je mette tout ça au clair. Et une fois que c'est au clair, je peux passer sur de la délégation des listes et voilà, de la mise en route. Tu médites ? Ouais. Ouais, tu médites. Ouais. Depuis longtemps ? Non. Enfin, faut se mettre d'accord. C'est par phase. J'ai des phases où je médite beaucoup, des phases où je médite. Enfin, je médite. Peut-être, je médite en faisant d'autres trucs. Mais voilà. Mais ça fait quelques années, je dirais. Ok. Ça fait pas 25 ans que je médite. Okay, d'accord. T'es pas une moine encore. Non, pas encore. Et du coup, pour passer un peu à la partie personnelle. Oui. Comment est-ce que tu gères ta vie privée et professionnelle si il y a de gérer cette limite? Ouais. Eh ben, en fait... C'est bien que tu poses la question comme ça parce que justement, moi, j'ai pas une frontière, en fait entre les deux. J'ai jamais eu ça, je crois d'ailleurs. J'ai toujours eu de la peine à comprendre ce concept de c'est 17h03 et donc en gros, j'ai fini ma vie pro et je passe à ma vie privée parce que moi, j'ai toujours, je sais pas comment dire, je suis beaucoup trop entière au niveau de comment je vis les choses pour pouvoir segmenter les choses comme ça. C'est-à-dire que je sais pas, que je peux complètement couper et puis si je décide d'aller courir 2 heures dans la montagne, et ben je vais qu'avec ça et je vais pas prendre tout mon job avec moi. Mais en même temps, en fait, voilà, je vais pas non plus fermer la porte à ce que tout à coup des idées germent. Enfin, moi, une des plus grandes révélations que j'ai eues pendant mon doctorat, c'était en sortant le linge de la machine à laver, quoi. Ah ouais. Ouais. Donc, et puis des fois, ça m'arrive, je sais pas, je suis en train de faire... complètement autre chose, une activité sportive ou d'écouter un morceau, ou je sais pas, et tout à coup, j'ai un flash sur un truc et je vais complètement accepter, peu importe l'heure, peu importe le jour, peu importe l'endroit, peu importe, voilà. Ou tout à coup, une conversation, je sais pas, je discute avec toi et ça va me faire penser à 12 trucs où je me dis, ah, mais ça, voilà. Donc moi, j'ai pas de frontière très claire entre ma vie privée et ma vie pro parce que pour moi, j'ai autant de plaisir dans toutes les parties de ma vie, donc j'ai jamais l'impression que je suis en train de travailler et que donc il faut que je mette une frontière autour de ça. Ouais. Ok. Voilà. Et du coup, tu parles de course, de danse. Oui. Le sport pour toi, c'est quelque chose qui est important. Ouais.
c'est important parce que moi, je sais que j'ai besoin d'intensité dans ma vie et ça m'en amène beaucoup. C'est important pour cette raison-là et c'est aussi important, par exemple, la danse. La danse, c'est différent. La danse, c'est vraiment quelques heures par semaine où, en fait, je pense à rien d'autre qu'à la danse. C'est un peu comme la méditation, si on veut bien. Mais c'est vraiment, voilà, parce que tu peux pas danser et penser à autre chose en même temps. Ouais. Donc ça, c'est vraiment... voilà, c'est pour cette raison-là. Donc, c'est vrai que dans les activités que je fais à côté, elles m'apportent toutes finalement une espèce d'équilibre et des ressources un peu différentes par rapport à ce dont j'ai besoin, je pense, pour m'équilibrer. Et d'ailleurs, selon les périodes, je fais plus de danse, ou je fais plus de sport, ou je fais plus de... Voilà, ça dépend. Et justement, ces activités à côté qui t'aident à avoir cet équilibre et à te sentir mieux, t'as d'autres exemples que la danse, que le sport en fait? Oui, alors moi j'ai vraiment... je sais que la musique de manière générale, que ce soit en jouant, alors je faisais, on va dire, beaucoup de piano, maintenant j'en fais moins parce que j'ai moins l'occasion, mais j'en faisais beaucoup. L'écoute de la musique aussi, ça je crois que c'est un truc qui me... Et de tous les styles finalement, mais j'ai énormément de styles et selon ce dont j'ai besoin, je vais aller écouter un style ou un autre parce que je sais que ça va aussi beaucoup me canaliser. Et puis après voilà, je vais aimer passer du temps avec des amis, avec des personnes de ma famille dont je suis proche, mais je vais largement privilégier les one-to-one. Donc je préfère être avec une seule personne et vraiment discuter de manière intense ou spécifique d'un sujet qui nous tient à cœur ou qui tient à cœur à l'autre personne. Je vais beaucoup plus m'épanouir là-dedans, ça va me nourrir beaucoup plus que faire une soirée avec 12 amis, parce que en fait, le Covid est totalement Leïla compatible finalement. Donc voilà, c'est vrai que... c'est toi qui as lancé ce truc. Peut-être. Eh non, j'aurais pas été jusqu'à lui faire fermer les escape rooms sinon. Voilà. Mais voilà, ça c'est quelque chose aussi qui me nourrit, d'être en vraiment... Enfin moi j'aime bien quand il y a une intensité d'une manière ou d'une autre. Ça peut être dans la profondeur des discussions, mais les choses très légères, très superficielles, voilà. À très petite dose. Ouais, ok. Et la lecture, c'est... Ouais, la lecture aussi. Ouais, alors la lecture, ben voilà, moi je suis un peu tout ou rien. Si je suis dans un livre qui me plaît, je suis capable d'être 3 jours dessus, jour et nuit, quoi. Les puzzles, enfin j'ai plein de trucs comme ça où c'est un peu, oui, voilà. Ok. Et j'aime bien tester des nouvelles activités. J'aime bien la nouveauté. Je suis très fidèle à plein de choses que je fais depuis très longtemps. Mais tu me dis, si on allait tester, je sais pas moi, le saut à l'élastique, je te dis, ouais, viens, on y va. Ouais, ok. Voilà. Et c'est quoi une journée pour toi, disons une journée standard? Une journée standard. Est-ce que ça existe? Ou alors, voilà, deux exemples. Oui. Alors, j'aime justement pas trop les journées standards. Donc, j'ai pas beaucoup de journées qui sont identiques. C'est une de mes... Enfin, voilà, moi, j'ai besoin de spontanéité. Donc, si c'était tout le temps pareil, ça n'irait pas. Mais, par exemple, ma journée d'aujourd'hui, pour te prendre celle-ci en exemple, elle a commencé par... Je me lève et je vais faire 1 heure de sport. Tu te lèves à quelle heure? Je me lève, ça dépend. Là, je suis allée faire du sport à 6h. Donc, je me lève à 5h15, 5h30, quelque chose comme ça. Mais après... il y a des matins, je dors jusqu'à 9h, faut pas croire, ça me fait du bien aussi, mais voilà. Souvent... Le jour férié. ouais, non, même pas, parce que c'est trop basique de dormir un jour férié. Je vais tout à coup dormir un vendredi, je vais me dire, tiens, demain, je dors un peu plus. Mais voilà, on va dire, souvent quand même, j'aime bien me lever parce que dormir, c'est cool, mais c'est plus enrichissant de faire des trucs quand on dort pas, selon moi. Donc, voilà, là, par exemple, j'ai commencé par 1 heure de sport. Ensuite, j'ai passé pas mal de temps plutôt dans des séances à faire du suivi et de la prise de décision, parce que je sais que c'est à ça que je sers principalement au sein du groupe Schwab. En présentiel, du coup, aujourd'hui? En présentiel, oui, aujourd'hui, voilà. Après, j'ai pris un moment pour vraiment bosser toute seule de manière spécifique sur un projet que je suis en train de développer, là, justement, pour des nouveaux escape games. Et puis
voilà, puis après j'ai pris un petit moment pour avoir une discussion sympa pour l'organisation du mariage de mon frère pendant midi. Puis en fait voilà, puis même c'était pas midi, c'était 13h parce que j'ai mangé à 13h plutôt qu'à 12 parce que j'avais pas faim à 12. Et puis enfin, ouais, c'est très spontané mes journées. Ok. C'est très spontané et puis idéalement j'aime bien arriver et me dire que si je viens chez Shop System par exemple, j'aime bien arriver et me dire qu'en fait j'ai rien de prévu. Parce que là, je peux être vraiment pleinement disponible pour prendre ce qui doit être fait ce jour-là. Et voilà. Ok. Ça, c'est... Du coup, tu n'as pas des habitudes, par exemple ce matin, tu t'es levé 5h15, 5h30, il n'y a pas des choses que tu fais spécifiquement avant de faire ta séance de sport? Non, de manière vraiment... Non. Ok. Non, il n'y a pas. Non. Non. J'ai pas des... Mais je crois qu'en fait, mon rituel, c'est de ne pas avoir de rituel. Ok. Je crois que c'est ça. Je comprends ta question, hein, puis je vois tout à fait cette notion de rituel. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'avais des petites routines comme ça, où le matin, je faisais toujours la même chose, ou le soir avant d'aller me coucher, ou à midi, je prenais... J'ai vraiment eu des périodes comme ça, mais en fait, plus j'avance et moins je le fais. Moi, en fait, je crois que plus je peux être libre et spontanée, et plus je suis heureuse. Ouais. Donc, mon rituel, c'est de ne pas en avoir. D'accord. Et tu aurais des livres ou documentaires à conseiller? Alors oui, j'ai un livre que ma meilleure amie m'a conseillé il y a pas longtemps et que j'ai lu du coup grâce à elle. C'est une trilogie en fait qui s'appelle Elana et le Pack des Marchombres. Ok. Et c'est hyper léger comme lecture, mais en même temps c'est hyper intense. Donc ça c'est clairement un livre que j'ai lu récemment et que j'ai énormément aimé. Enfin une trilogie en fait que j'ai énormément aimé. Et après... juste, c'est quel oui, type excuse-moi. de... C'est dans un univers un peu fantastique. Ok. Et c'est l'histoire d'une héroïne. Tu suis en fait le développement de sa vie qui, à un moment donné, va rencontrer un maître, justement un maître marchombre. Et lui, il va lui apprendre justement une sorte de... comment emprunter ce chemin de marchombre. Donc, il lui apprend beaucoup de discipline, donc il la rend extrêmement performante dans tous les domaines du monde, tout en lui apprenant à rester libre. Et je trouve que c'est en fait un mix juste génial de comment tu peux être discipliné, précis, performant à tous les niveaux et hyper libre. Okay. Le tout à la fois. Donc ça m'a beaucoup parlé de ce point de vue-là. Ouais. Voilà. Okay. Donc ça, c'est clairement un livre que je recommanderais. Et un autre livre que j'ai offert récemment et que je recommanderais, c'est Le Guerrier Pacifique. Le Guerrier Pacifique. Le Guerrier Pacifique, qui est aussi un livre... En fait, moi, j'aime bien tous ces romans. Voilà, je crois que c'est ça. C'est des romans, donc c'est léger à lire. Mais derrière, il y a quand même un message de développement personnel plus important. Et Le Guerrier Pacifique, c'est un livre qui est basé sur une histoire vraie d'un jeune homme qui faisait du sport à très haut niveau, qui s'est blessé, donc qui était en gros voué à ne plus jamais pouvoir exercer ce sport. Et qui... ce sont des nouveaux qui croisent un maître. Décidément, c'est un peu le même schéma. Et grâce, en fait, à certains enseignements de cette personne qui croise, il arrive à complètement changer sa vision de ce qui lui est arrivé et il retrouve toutes ses capacités, voire même plus. Okay. Et c'est basé sur une histoire vraie, donc c'est intéressant. Ouais, ok. Voilà. Merci. Donc, juste avant de clore cette conversation, parce que malheureusement, il est gentiment l'heure, je crois. Oui. Et mon manque de professionnalisme ne me dit pas l'heure exacte. Pas de souci, j'ai pas vu le temps passer non plus, t'inquiète pas. Donc, qu'est-ce que le succès pour toi? Alors ça, c'est une bonne question. Tu peux prendre ton temps. Le succès pour moi, c'est ce qui est juste pour soi. Je pense pas qu'on puisse décrire le succès comme une espèce de formule magique valable pour qui que ce soit. Moi, je sais que je me sens heureuse et accomplie quand j'ai l'impression que les choses se sont mises en place de manière fluide
que je sais que ça me correspond, que ça correspond aux personnes avec qui j'ai bossé et puis avec qui que j'ai été, que j'ai vécu, et qu'on est tous un peu plus heureux le soir en se couchant que le matin en se réveillant. Pour moi, le succès, je pense que c'est ça. Okay. C'est être aligné avec ce qui est important pour soi. Et c'est propre à chacun. Ouais, ok. Ben, merci beaucoup. Merci à toi. Avant qu'on se quitte, est-ce que les gens, plutôt où est-ce que les gens peuvent te suivre ou t'écrire sur Internet? Oui, alors je suis pas sur les réseaux sociaux, mis à part sur LinkedIn. Donc LinkedIn, c'est un très bon moyen de m'écrire si jamais. Et l'autre option, je pense que c'est de m'écrire un mail simplement à mon adresse, je dirais Aliem, qui est la plus globale au niveau de ce que je gère. Donc c'est simplement Leila, leila.schwav, schwav, @aliem.ch. Très bien. Voilà. Ben, merci beaucoup Leila. Et ben merci à toi Brian pour cet échange, c'était très bien. Merci. Merci à toutes et à tous et à dans un mois pour un nouvel épisode. Ciao ciao.